chasse passion. Jean-Claude Boudet et son fils ont été amenés à organiser une journée de chasse supplémentaire sur la saison, de quoi réaliser le tableau de chasse prévu avec la fédération. Ensuite, nous nous rendrons à Paris visiter le très beau musée de la chasse et de la nature. Nous sommes à Vauremont, à la maison forestière de Germaine, à mi-chemin entre Reims et Épernay, au cœur de la forêt de la montagne de Reims. Stéphane Boudet et son père Jean-Claude accueillent aujourd'hui une cinquantaine de fusils pour cette journée de chasse au sanglier qui vient en supplément de la saison afin de réaliser le tableau prévu. Il y avait des grands cerfs là pour les tirer. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon bah allez. Messieurs, bonjour. Comme de coutume, les chasseurs du jour prennent part au banquet dans la salle de chasse. Et alors que les sonneurs sont déjà prêts dans le salon, on pourra bientôt passer à l'attribution des numéros de poste pour les différentes enceintes de la journée. Pour ce faire, Stéphane Boudet, aidé de sa mère, recourt à un tirage au sort afin de pouvoir couper court à tout type de réclamation. Au programme de la journée, 3 enceintes. La première, le périmètre et le jardin d'amour. Ensuite, Quentin. Et enfin, Maupas. Précisons que le domaine de Germaine s'étend sur 1600 hectares de forêt privée que Stéphane, jeune directeur de chasse, s'efforce de ne pas chasser en son cœur. Le but, préserver le cheptel. Aujourd'hui c'est une journée supplémentaire, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On a fait ces journées-là puisqu'il nous reste quand même pas mal de gibier sur la chasse. On pouvait se permettre de faire quelques journées supplémentaires. C'est pour ça que c'est pas la peine de tirer des laits. On fait ça pour faire des bêtes rousses et des mâles. Alors celui qui tirera une laie, aussi bien dans la battue que sauter, puisqu'avant on donnait un peu des dérogations, le tir d'une laie de plus de 60 kg, c'est 3000 francs. Il n'y aura aucun passe-droit, il n'y aura aucun favoritisme en qui que ce soit. Vous êtes bien au courant, c'est clair, c'est net. S'il y a une laie de plus de 60 kg, c'est 3000 francs. Vous tirez des bêtes rousses de préférence. Il y a beaucoup de bêtes rousses, vous le verrez encore. Il y a des mâles, donc regardez bien. Identifiez bien vos animaux avant de tirer. Faites bien attention. Bon, les gardes ont fait le pied ce matin. Monsieur le maire. Les piqueux prennent alors la parole tour à tour pour annoncer le gibier sur pied qu'ils ont pu localiser. Les averses continuent sur la Champagne depuis les dernières heures n'ont pas rendu leur tâche aisée puisque les eaux de ruissellement emportent toutes les traces avec elles. Le temps était vraiment exécrable cette nuit et je pense qu'il en resterait dedans. Très bien, monsieur le maire. Voilà. Mesdames, messieurs, moi j'ai travaillé sur le secteur de la Belle Étoile qu'on a fait il y a 8 jours. Et puis le poste 4, j'en ai vu par corps. Alors c'est pareil, ça va très mal à faire le pied parce qu'il n'y a plus toute la nuit. J'en ai vu par corps à 9h30 du matin. Bon, c'est sûr qu'il y en a, mais alors ils se promènent. Bien. Olivier. Bonjour mesdames, messieurs. Alors moi j'ai fait le pied au gouffre, c'est-à-dire le haut du gouffre, le périmètre, le jardin d'amour. J'ai à mon avis beaucoup de sangliers dedans, vous le verrez, je pense que vous allez le voir. Voilà. Beaucoup de bêtes rousses. Très bien. Sur place, Stéphane Boudet dispose de plus rapidement possible les poster autour de l'enceinte du gouffre, celle dite du périmètre et du jardin d'amour. L'endroit est bien connu des chasseurs à cause de son relief qui lui confère des aires de refuge pour sangliers par tous les temps. Le jeune directeur de chasse nous emmène alors au cœur même de la traque, non loin des sonneurs, puisqu'à partir de maintenant, son rôle est d'écouter le déroulement de la chasse. Et donc là, on est dans la partie qu'on appelle le gouffre. C'est un peu le réservoir à sangliers du département. Parce que dès qu'il y a un sanglier qui est chassé, une compagnie qui est élevée à 2000 hectares autour, il vient se réfugier ici. Donc ce gouffre-là, ça fait environ 400 hectares. Et c'est 2 vallons, avec la petite rivière qui coule au milieu. Donc quand il pleut, les sangliers sont sur un versant. Quand il fait beau, ils sont sur l'autre versant. Donc c'est vraiment le paradis du sanglier. Et par un temps comme aujourd'hui, donc Par un temps comme aujourd'hui, bon, donc il a plu toute la nuit. Là, le temps est en train de se dégager. Il sera plutôt du côté versant à l'abri de la pluie. Parce qu'il a plu quand même jusqu'à 9h ce matin. Donc
mon avis, ils sont bloqués là, sur ce versant-là. Et votre rôle ce matin, c'était quoi? Bon, bah donc moi, je suis le directeur de chasse. Mon père est propriétaire de la forêt. Moi, je suis directeur de chasse. Donc, j'organise un peu les battues. Et puis la traque. Ah, ça y est, les chiens sont partis. Et donc, mon rôle, c'est d'accueillir les chasseurs, de leur donner un numéro pour la journée. Ils sont placés. On est 4 chefs de ligne, on place. Et puis donc, on fait le compte-rendu de la journée. Le chevreuil, là, juste derrière. Le chevreuil. Donc, les consignes sont claires, on ne tire pas le chevreuil aujourd'hui. Donc ici, aujourd'hui, bon, on est quand même le dernier jour de la saison. Bon, donc on tire, pour cette battue-là, on tire que du chevrillard, c'est-à-dire que des jeunes de l'année. Protège les chèvres et les brocards. Les consignes de tir sont très strictes et draconiennes en ce qui concerne le sanglier surtout, puisqu'on veut absolument éviter de tuer les laits. Tirant que principalement des bêtes rousses et des mâles. Bon, il y a toujours un pourcentage de lait qui est tué par erreur, donc ça compense, ça fait un équilibre, quoi. Il y a combien de fusils aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est 42 fusils. En général, on est aux 35-40 fusils. Et là, comme c'est les derniers jours, les gens reviennent plus facilement à la fin. Il a été tiré, il a été blessé, il a fait demi-tour et les chiens l'attrapent. Les chiens sont habitués. Hein. Ben là, ça se voit, ouais. Oui, ben là, c'est plein de bouges. Les cochons viennent là-dedans. C'est pour ça qu'il est venu se réfugier là, celui-là. Alors, les chiens le tenaient, il doit être blessé. Il doit être blessé par les chasseurs au-dessus. Puis les chiens l'ont attrapé là. Et c'est toujours vous qui vous y collez? Bah, soit moi, soit chef de ligne ou le garde, ça dépend celui qui est le plus près. Hein. Là, c'était nous. Bon. Alors, il faut servir la bête. Hein. Faut qu'il est attrapé par les chiens, qu'il est blessé. Faut aller le piquer. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, celui-là correspond aux consignes de tir? Celui-là correspond aux consignes de tir. Ça va, c'est ce qu'il fallait tirer, c'est bon. Bon, là, c'est un petit, il n'y a pas trop de danger. Et quand c'est un gros qui fait 80 kg, il faut faire très attention. Parce qu'un sanglier blessé qui vous charge, je pense qu'il faut être très prudent. Donc là, il était tenu par les chiens, il risquait pas de bouger. C'est l'avantage des chiens comme ça, c'est qu'ils le tiennent bien, ils ne le lâchent pas. Donc on peut l'approcher facilement. Alors c'est soit à la dague, soit un couteau. Ah bah là, avec les chiens autour, on peut pas tirer, hein, c'est pas possible. Donc faut aller servir au couteau, la dague. Pique au cœur et comme ça c'est instantané, quoi, il souffre pas. Ça fait partie de la chasse. Regardez comme ils sont acharnés pour les sangliers. Des vrais chiens de chasse. La date. Donc là, ben, je vais mettre les bracelets. Donc c'est bracelets sangliers. Hein. Donc on doit en mettre un jusqu'à un sanglier de 30 kg corps plein. Hein. On parle toujours en poids plein. Donc jusqu'à 30 kg, on en met un. De 30 à 60 kg, il faut en mettre deux. Donc là, c'est le cas, hein, il fait plus de 30 kg à mon avis, il fait plus près de 40 même. Donc on en met deux et au-dessus de 60, on doit en mettre 3. Donc ce qui sert, les bracelets servent à payer une partie des dégâts de gibier occasionnés dans le département. Donc c'est les chasseurs qui payent les dégâts de gibier. Voilà. C'est ceux-là qui font le plus de dégâts dans les cultures, c'est cette taille-là. Parce qu'ils vermillent toute la journée, tandis qu'un gros mâle,
Un gros mâle, lui, il va manger une fois, puis il faut qu'il est rassasié, il s'en va. Puisqu'il fouille, il joue, il cherche des vers et il n'arrête pas de retourner sans arrêt. Donc c'est pour ça que ces sangliers-là, c'est des jeunes sangliers. C'est ceux-là qui font le plus de dégâts. Je suis en train de regarder, il doit être la balle qui est là. Je pense, peut-être. Donc bah là, vous voyez, la carabine du chef de ligne qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est parti aux fermes. Donc aux fermes, vous voyez comment est la végétation. C'est impossible de tirer une bête aux fermes quand les chiens sont dessus. Donc il a laissé sa carabine là, il est parti avec sa dague pour essayer de servir le sanglier, qui a dû être encore blessé par probablement le même chasseur que tout à l'heure, qui blesse plus qu'il ne tue. Comment vous expliquez qu'on puisse tuer autant de bêtes en une journée aujourd'hui? Donc bah, nous, on estime, c'est-à-dire que sur 1200 hectares, on va chasser 8 fois. 8 battues dans la journée. Dans la saison, pardon. 8 battues dans la saison. On organise 8 jours de chasse, donc ce qui nous permet de prélever quand même pas mal de sangliers, alors que si on prend une chasse traditionnelle, les gens qui chassent beaucoup le samedi, le dimanche, chassent tous les samedis, tous les dimanches. Donc vous faites le compte sur 3 mois de temps, le nombre de jours de chasse. Donc ils font un bon prélèvement aussi, mais c'est très étalé sur toute la saison. Et par rapport au tableau qu'on connaissait il y a quelques dizaines d'années? Alors par rapport à une dizaine d'années, il y avait beaucoup moins de sangliers que ça. Et donc ça a été une gestion draconienne qui a été faite dans tout le massif et dans tout le département aussi. Et donc on ne tire plus de lait, on évitait les laits, les femelles. Alors que dans le temps, les gens chassaient beaucoup pour la viande. Hein, c'est ce qu'il faut dire, hein, de toute façon, c'était vrai. Ils chassaient pour la viande et ils tiraient souvent les gros. Les sangliers, quand une troupe de sangliers arrivait, ils cherchaient toujours le plus gros. Et 9 fois sur 10, le plus gros, c'était la laie meneuse ou la laie tête qu'avaient des jeunes. Et donc ils tuaient la femelle, forcément la reproduction était tout de suite faite. Donc maintenant on tire beaucoup de ce qu'on appelle des bêtes rousses, c'est-à-dire des bêtes qui sont nées de l'année. Donc c'est pas un prélèvement. Si on tire que les bêtes rousses et on laisse les femelles, et les quelques gros mâles pour la reproduction aussi, on évite, on gère bien notre population de sangliers. Pour donner un ordre d'idée, il y a quelques dizaines d'années alors, combien de sangliers on pouvait faire en une saison? En une saison, dans ce massif-là, en une dizaine d'années, il faisait une trentaine de sangliers dans la saison. Cette année, nous, on va en avoir fait presque 300. Voilà, donc là, ça a fortement augmenté. Tout autour de la maison forestière, le domaine de Germaine est constitué principalement de hautbois et de feuillus. Le gibier que l'on y trouve, c'est bien entendu du sanglier et du chevreuil, mais également du cervidé. On y chasse aussi bien en traque qu'au mirador, et il n'est pas rare de réaliser de gros tableaux. Mais ici, à Quentin, une averse de grêle vient de vider l'enceinte. C'est pourquoi on annonce que quelques cochons au tapis. Ici, on pratique 2 types de chasse, la chasse en battue et la chasse approche mirador. Hein, donc la chasse individuelle, c'est-à-dire que là, le chasseur est seul, avec le garde ou moi-même ou mon père. Donc on accompagne le chasseur pour lui indiquer les places où il peut aller chasser. Et là, aujourd'hui, on est en chasse en battue. Donc battue, c'est des groupes. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de chasseurs. Et là, il y a donc un rabat, une traque, et c'est 2 chasses complètement différentes. La chasse d'approche et de mirador, ça permet de bien connaître la population, bien savoir ce qu'on a sur le territoire. Et puis à l'occasion, en été, on peut tirer un brocard. Et puis quand arrive le mois de septembre, on peut tirer les sangliers. Les sangliers, toujours les brocards. Vous relevez les indices de présence des... Voilà, c'est un bon moyen d'observation pour le territoire. Et ça permet aussi d'éliminer les renards qui sont sur le territoire. Comment vous parvenez à fixer principalement le gibier ici autour du gouffre par rapport aux chasses voisines? Bon, ici c'est le biotope, hein, c'est le gouffre. Hein. De toute façon, on ne serait pas là, ce serait pareil. Les sangliers, c'est leur coin, c'est le gouffre, c'est toujours été comme ça ici. Bon, en plus, on les agrène tous les jours, on les nourrit, on ne les dérange pas, puisqu'on évite d'y aller le plus souvent possible. Quand c'est le moment du ramassage des champignons, on fait un peu le chef de police, on empêche les gens d'aller se promener là-dedans. Pas déranger le gibier.
Là, vous voyez, pas de doute, là, plus de 60 kg. Pour bracelet. C'est une lait, mais c'est une bête de l'année. Hein. On voit bien, parce qu'elle n'a pas, pas de tétine, elle n'a rien encore. Elle n'a jamais été jeune, elle est probablement pleine. Mais elle n'a pas de jeune. C'est des grosses bêtes, c'est des bêtes de l'année. Hein. C'est des bêtes qui sont nées, ils ont 1 an, tout juste 1 an. Quoi. Donc ça rentre dans les consignes de tir ou pas? Donc ça rentre dans les consignes, c'est-à-dire qu'au niveau de la chasse, ça ne fait pas un prélèvement. Au niveau des consignes de tir, ben, on va voir ça à la pesée. Je pense qu'elle fait plus de 60 kg. 19. Mais c'est pas un gros, c'est pas grave. Pour la chasse, c'est pas tant. Ça aurait été plus grave si vous avez une laine de 80 kg qui a déjà eu des jeunes et tout. Là, c'est déjà, là, c'est le prélèvement. Bon, ben voilà. A priori, il y aurait combien de cochons au tapis? Au total, ben, il y en avait 12 la première. Là, il y en a un de plus, donc 13. On va aller refaire faire une battue. Les chiens sont au top. Allez, gamin. Voilà. Tout le monde répète. Bon ben voilà, fin de trotte. On y va. On le met devant. Tiens, barbe, position là. Ouais. En attendant qu'on lance la dernière battue, les chasseurs tentent de se faire une idée du tableau intermédiaire. De leur côté, Jean-Claude Boudet et son fils organisent sur le papier l'enceinte du Maupas. Pour la plupart, la mise en place se fera à pied. Le Maupas est un fourré assez dense, avec en bordure de route une sapinière que les sangliers et les chevreuils auront sans doute appréciée durant l'averse. D'abord, il y a ce brocard qui prend le temps de se restaurer au beau milieu de la traque, juste en face d'un posté, comme s'il savait qu'aujourd'hui, on ne tire que les chevrillards. Et aussi ce sanglier qui a bien failli sauter la ligne. Attention à la route! Et puis, le plus extraordinaire, cette rencontre entre un chevrillard et Stéphane en plein milieu de la traque. En quelques secondes, rien n'est possible. Alors, on se salue.
Classé parmi les monuments historiques par André Malraux, l'hôtel de Guénégaud à Paris recèle des collections de chasse et d'objets d'art cinégétiques, reflet de l'amour de la nature manifesté par François Sommer. Situé dans le quartier du Marais à Paris, l'hôtel de Guénégaud fut sauvé par André Malraux, reclassé en 1962 parmi les monuments historiques. La fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature, reconnue d'utilité publique, obtint que l'hôtel lui fût destiné, attribué par bail amphithéotique et à charge pour elle de le restaurer. Aujourd'hui, l'hôtel abrite notamment le musée de la chasse et de la nature. La fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature a été créée en 1964 et elle est parallèle à l'histoire d'un homme hors du commun, Monsieur François Sommer, et à celle de son épouse, Madame Jacqueline Sommer. Monsieur Sommer, ardennais, était un chasseur passionné et après la guerre, il a voulu introduire en France les principes de chasse qui étaient ceux des pays germaniques, à savoir essentiellement une chasse au grand gibier sélective, permettant de choisir les animaux qu'on tire et par là même d'introduire des principes de gestion dans une population de gibier. Alors pour arriver à ce résultat en France, il fait d'abord un changement de mentalité et puis un appareil législatif. Et M. Sommer, qui était une personnalité remarquable, aussi bien dans le domaine, disons, de cinégétique que dans le domaine industriel, a réussi à créer le mouvement et à entraîner, l'ensemble des gens s'intéressant à la chasse dans la réalisation de cet objectif. Il a fait modifier le code rural et puis, pour donner une plus large diffusion de cette idée, il a décidé de créer la fondation de la Maison de la Chasse. Parallèlement, il avait créé une collection d'objets d'art cinégétique, des tableaux, des tapisseries, des livres, des armes anciennes. Et malheureusement, le drame de cet homme était de ne pas avoir de descendants. Et il a donc décidé de léguer toute sa fortune et ses collections à un musée qui maintiendrait son souvenir intact et qui permettrait de faire vivre et perdurer cette éthique particulière. La première salle du rez-de-chaussée présente des tapisseries du XVIe siècle, le cerf fragile de Tournai et une tapisserie de Flandre dont le sujet est la chasse à l'ours. Une sculpture de pierre du XVe siècle provenant de Bourgogne représente la vision de Saint Hubert, connu comme l'apôtre des Ardennes. Le mobilier comporte un grand coffre espagnol avec scène de chasse peinte sur sa face antérieure, surmonté d'un bois de cerf gravé de vues de ville de Württemberg, daté 1627. Dans les deux salles de l'entresol, les objets exposés permettent de suivre l'évolution des armes de chasse, depuis les arquebuses à mèche puis à rouet, les fusils à pierre, à percussion, jusqu'aux systèmes les plus ingénieux des armuriers du XIXe siècle. De magnifiques trophées et animaux naturalisés figurent dans toutes les salles, particulièrement les salles d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, voisinant avec des armes de ces mêmes pays. Ils offrent une évocation précise de la faune exotique. De nombreux objets d'art indigènes attirent également l'attention. Ici aussi, nombreux sont les massacres et les têtes montées. Caribous et élans de l'Alaska, cerfs de Virginie, bisons. Parmi les massacres et têtes montées de la salle d'Asie, buffles d'eau, mouflons, tigres. De nombreuses armes et accessoires de l'importante collection de François Sommer viennent encore enrichir la pièce.
Le salon suivant est la salle réservée aux animaliers français du XVIIIe, tel Santerre avec le portrait de chasseur, Oudry avec la lys et ses petits. Le salon des Portes est pour les amateurs d'art et de nature la salle la plus attirante par le rassemblement des peintures du maître. Une chasse au sanglier, peinte en 1725, occupe tout un panneau de cette salle. Est-il peintre animalier qui ait mieux compris et mieux rendu la nature, la chasse et les animaux ?